Bonjour Adrien Desnoëttes et bienvenue. Merci de nous accorder cette entrevue pour la revue Entre-temps. Alors Adrien Desnoëttes, vous êtes critique de cinéma, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres maintenant, vous êtes aussi réalisateur de plusieurs documentaires et vous êtes, dans le cadre de cette critique de cinéma, le champ auquel vous appartenez, vous êtes aussi enseignant, vous enseignez cette critique, notamment à l'Université Paris-Cité. C'est ça. On est très heureux de vous recevoir ici, aussi parce que dans le cadre du cinéma documentaire que vous produisez, vous vous intéressez d'une manière particulière à la question des archives audiovisuelles. Récemment, en 2023, vous avez fait paraître un livre aux éditions Façonnage, un livre qui s'intitule « Nick Taras, une histoire du rire en France ». Édition Façonnage pour lesquelles vous aviez déjà publié un premier ouvrage en 2020 sur Jim Carrey, l'Amérique démasquée, ouvrage qui avait donné lieu à un documentaire en 2021, du coup l'année suivante, que vous avez réalisé pour Arte, qui portait le même titre. Et en 2022, vous avez réalisé un autre documentaire, toujours pour Arte, sur Brad Pitt cette fois-ci, donc Brad Pitt, La revanche d'un blond. Il y a plusieurs choses dans ce parcours que je viens de tracer. Il y a le rire, il y a Jim Carrey, il y a Brad Pitt. Si on voulait trouver un fil directeur finalement à tout ça, je dirais que en fait, finalement, ce qui vous intéresse, c'est le populaire, d'une certaine manière. Est-ce que ça vous va, ça, comme dénomination, Adrien Desnoëttes, spécialiste du populaire? Spécialiste du populaire. Oui, non mais totalement. C'est assumé, c'est voulu, et je suis très content que ce soit vu comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené là, en fait? Pourquoi le populaire? Pourquoi c'est ça qui vous intéresse? Alors, le populaire en particulier, déjà parce que bien sûr, ça m'intéressait moi en tant que critique. Et puis, je dirais qu'il y a toujours deux choses. J'explique toujours les choses comme ça. Il y a deux sentiments. Il y a un sentiment qui est celui comme tout critique, d'un choc esthétique. C'est-à-dire qu'on est un jour ou voilà, un moment dans sa vie, on est frappé par la qualité ou le génie du travail d'un artiste, quel qu'il soit. Et forcément, quand on est frappé par le génie du travail d'un artiste, comme Jim Carrey par exemple, on s'intéresse à ce qui s'est écrit dessus quand on est critique, quand on aime écrire sur le cinéma. Et du coup, le deuxième sentiment qui s'accompagne de ça, du moins quand on se met à écrire sur ces objets-là, sur ces chocs esthétiques, c'est un sentiment d'injustice. C'est-à-dire que quand vous avez un choc esthétique, vous n'avez qu'une envie, c'est de le partager. Vous avez envie de dire, mais Jim Carrey est un génie, regardez à quel point il est fort. Ou dans d'autres cas, Brad Pitt n'est pas simplement du glamour des années 90, une espèce de blonde au masculin, c'est aussi une très très grande carrière de cinéma. Donc on a envie de le dire. Et puis dans le cadre de mon tout dernier ouvrage, c'était un choc esthétique lié à un artiste de stand-up, donc une discipline émergente en France, de plus en plus populaire, mais qui est encore assez marginale. Et cet artiste-là est particulièrement marginal, il s'appelle Mustapha El Atrassi. Et il se trouve que personne n'écrivait dessus depuis qu'il faisait du stand-up, c'est-à-dire depuis à peu près 5-6 ans. Et donc, sur ces chocs esthétiques et ce sentiment d'injustice qu'on ne reconnaît pas assez en fait la qualité de leur travail, à Jim Carrey, à Brad Pitt, à Mustapha El Atrassi, naît l'envie de combler ce vide en fait. Donc, le populaire, j'ai fini par me rendre compte que le point commun entre ces objets-là, Jim Carrey, Brad Pitt, Mustapha El Atrassi d'une certaine manière, c'était le populaire, c'est des objets très populaires. Et le point commun que je tire, et c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que mon objet de passion, c'est le populaire, c'est qu'en fait, ils sont tous populaires, ces objets-là. Jim Carrey, c'est de la comédie populaire, littéralement, même un peu régressive, un peu pipi-caca des années 90. Brad Pitt, c'est du gros glamour hollywoodien. Et Mustapha El Atrassi, c'est un humoriste de stand-up. Il s'adresse qu'à des banlieusards, en fait. Vraiment, c'est quelque chose de très assumé chez lui. Je me fiche complètement d'apparaître à la télé. Il l'a fait dans les années 2000. Mais depuis, je ne m'adresse qu'à des banlieusards, dans les banlieues. Je ne fais même plus de promo dans les médias, je ne vais plus à la télé, je ne vais plus à la radio. Si on m'invite, je dis non. Je ne mets même pas d'affiches dans la rue et je ne m'adresse qu'à ces gens-là. Et ça, c'est du populaire. Et la définition que j'en tire du populaire, et c'est ce qui m'a même poussé à écrire, c'est que le populaire en France, c'est très symptomatique de la France, hein. Le populaire en France, et notamment dans la critique, d'où je viens, et même dans les milieux culturels, d'où je viens d'une certaine manière, le populaire, c'est toujours ceux qui nous permettent de nous sentir un peu supérieurs, de se sentir un peu au-dessus.
de se distinguer de quelque chose. Et la meilleure façon de se distinguer de quelque chose, c'est de ne pas le reconnaître. C'est de ne pas reconnaître qu'il y a du talent là-dedans. Et donc moi j'ai voulu, ça paraît un peu prétentieux de ma part, mais j'ai voulu dire non, il y a beaucoup de génie du côté de Jim Carrey, il faut le montrer. Donc avec un livre, et si possible encore mieux avec un docu. Il y a beaucoup de génie d'une certaine manière du côté de Brad Pitt, je veux le montrer. Et il y a beaucoup de génie du côté de Mustapha El Atrassi, je veux le montrer aussi. Voilà, donc le populaire, j'écris pour combler cette espèce d'injustice. Oui, mais là, vous parlez des personnages, des figures que vous avez traitées. Donc, ces 3 figures, parce qu'en fait, oui, dans le dernier ouvrage, Nick Taras, finalement, Mustapha El Atrassi, même si ce n'est pas sous-titré l'histoire de Mustapha El Atrassi, c'est quand même une histoire de Mustapha El Atrassi. Le fil rouge. il y a un peu de ça. Mais en tout cas, vous partez de ces personnages comme des symptômes. Enfin, j'ai l'impression que ces personnages sont les symptômes d'une époque que vous saisissez à travers la question du cinéma, enfin à travers le champ cinématographique ou à travers le champ du stand-up et de l'humour. Totalement, oui. Vous saisissez une époque. L'idée, l'ambition, c'est pas simplement de dire, bon, regardez, Brad Pitt et Jim Carrey sont des grands acteurs de leur génération, c'est aussi de dire, mais qu'est-ce qui en fait de si grands acteurs à mes yeux et pourquoi il y avait une telle injustice? C'est parce qu'en quelque sorte, ils symbolisent très très bien leurs époques. Ils permettent aussi de comprendre leurs époques. Alors quand je dis leurs époques, souvent on parle de décennies, notamment pour quand on étudie le cinéma américain, ça fonctionne très très bien par décennies. Il y a vraiment, je veux dire une bêtise, mais dans les années 50 s'éteint l'âge d'or hollywoodien, puis les années 60-70 vont faire naître une contre-culture et ça va être un autre âge d'or pour le cinéma. Les années 80, il va y avoir un espèce de contre-coup réganien où on va revenir à du divertissement qui s'adresse à du public très jeune. Et les années 90, on est arrivé sur ce moment où en fait on savait, moi je trouvais que on peinait à en parler en critique des années 90. On n'aimait pas trop les années 90, on ne savait pas quoi en faire de cette décennie-là. Et je me suis dit, peut-être que la meilleure clé d'entrée dans les années 90, c'est justement ces objets-là, les objets dont on ne sait pas trop quoi dire. L'obscénité, le burlesque un peu obscène de Jim Carrey, qu'est-ce qu'on va en dire? On va directement partir de ça, la grimace de Jim Carrey. Qu'est-ce que ça raconte de ces années 90? Et puis le glamour, vraiment presque cette espèce de résurgence glamour très excessive avec Brad Pitt, avec Sharon Stone, avec toute cette espèce de blondeur platine qui a surgi dans les années 90. Qu'est-ce que ça nous dit de cette décennie-là? Donc à partir de ces objets très pop culture, je me suis dit c'est des très bonnes portes d'entrée dans la description de la décennie. Et l'endroit où je l'ai le plus fait, c'est évidemment sur Jim Carrey, d'où le sous-titre « L'Amérique démasquée ». On aurait même pu dire « L'Amérique des années 90 démasquée ». Après, pour Mustapha El Atrassi, là, c'était vraiment l'idée de travailler dans une époque, vraiment travailler au présent. C'est un phénomène présent, un symptôme, comme vous dites. D'ailleurs, vraiment, ça marche très bien pour Mustapha El Atrassi, l'idée de symptôme, parce qu'évidemment, si je parle d'un humoriste de stand-up qui ne s'adresse qu'à des banlieusards, qui assume d'être arabe et parler à des arabes, et donc d'être nulle part ailleurs qu'avec des arabes en France, forcément, on parle des conditions de réception de ce rire-là et de cet art-là. Et donc, forcément, on parle un peu de la société française. Donc, je ne vais pas jusqu'à... assez bizarre, pas bizarrement, mais la couverture médiatique du livre m'a un peu entraîné vers des gens à qui j'avais jamais parlé, comme des militants par exemple, politiques, mais je ne suis pas du tout dans une démarche militante. C'est vraiment purement une démarche de critique. Certes, je vais approcher des sujets de société, parce que ce sont des symptômes, ces artistes-là, mais ce n'est pas mon but. Ce n'est pas de replier de la critique sur une approche politique ou militante. Pas du tout. Je ne suis pas militant du tout. Je suis d'abord critique. Mon but, c'est de reconnaître la qualité d'un travail artistique. Alors, ça me permet aussi de venir sur un terrain peut-être qui nous intéresse particulièrement à Entretemps. On essaye de voir comment la discipline historique peut être mobilisée en dehors du champ académique, et c'est ce que vous faites. Et dans votre livre, vous montrez bien qu'on a une tradition satirique très forte en France. Vous convoquez la figure hugolienne de Gavroche, notamment, sur laquelle vous ouvrez finalement votre ouvrage. Vous parlez aussi des caricaturistes du 19e siècle, comme Daumier. Et vous finalement montrez qu'on n'en est plus... cet héritage-là, il est bafoué un peu aujourd'hui, il est plus reconnu comme étant en faisant pleinement partie de la culture française. C'est votre constat? Totalement. Moi, je suis né en 1989, donc totalement fin de XXe siècle. J'ai grandi dans une école, une école publique, qui me fait lire Victor Hugo, qui me fait lire tout un tas de grands classiques. Et quand, avec le recul, à la trentaine passée, je finis par me replonger dans ces grands auteurs qu'on m'a appris, Rabelais, Erasme, L'Éloge de la folie, Victor Hugo, Balzac,
bon, allons même jusqu'à, je sais pas moi, des références comme Huysmans, Céline, Blois, je réalise que l'école a totalement escamoté une dimension, une tonalité, un registre de ces grandes références. C'est la moquerie. On est une nation ultra moqueuse. Je veux dire, je trouve que l'école n'a pas, quand je me replonge comme ça rétrospectivement sur toutes les grandes références de la littérature, je parle vraiment que du champ littéraire limite, j'ai l'impression qu'à un moment de notre histoire, que je date dans mon livre à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un moment de notre histoire où on est comme apeuré de notre propre identité. Il ne faut pas oublier qu'on est un pays extrêmement incontrôlable. Enfin, je veux dire, les derniers moments, c'est un peu le constat de mon livre, et c'est pas, je veux dire, je vais chercher plein de références pour le montrer, mais c'est aussi pourquoi c'est pas un livre académique, c'est un livre aussi un peu éruptif, un peu dans l'émotion. Mais les moments où la France a brillé, c'est-à-dire où elle s'est distinguée du reste du monde, où on a été le centre, une place forte, comme, disons, l'Amérique l'est dans la seconde moitié du XXe siècle par son art, bah, c'était, disons, le siècle des Lumières et le XIXe, le moment où on brille dans le roman, le moment où les Lumières renversent tout, et où même on influence l'Europe. Bah, ces moments-là, c'est des grands siècles de créativité et c'est des grands siècles de turbulence politique. C'est des grands siècles de turbulence tout court, en fait. On était un pays insolent. On n'était pas l'Angleterre victorienne. On n'était pas le puritanisme américain. Je constate en me replongeant dans les arts qu'on connaît tous, à quel point on est presque apeuré de cette insolence qui a été la nôtre. On est quand même le pays, enfin, ça va donner l'impression que je fais des passerelles un peu tous azimuts, mais c'est comme ça que je procède. On est quand même le pays qui a coupé la tête de ses rois et qui, derrière, passe un siècle et demi dans l'apprentissage douloureux de la liberté politique, à savoir l'exercice de la démocratie. On est ce siècle complètement bordélique. Et on est un pays très drôle. Et cette drôlerie, j'ai l'impression qu'elle est complètement négligée au profit de, je ne sais pas, au sortir de la Deuxième Guerre, enfin si je sais, en tout cas c'est des hypothèses que j'aimais, mais au sortir de la Deuxième Guerre, c'est comme si la France se recroquevillait sur elle-même, s'embourgeoisait et là où d'autres nations comme l'Italie à travers la comédie italienne, l'Espagne post-franquiste à travers la Movida, l'Amérique à travers le rock'n'roll, à travers les cultures urbaines, a su exprimer quelque chose de très satirique, j'ai l'impression que la France ne cesse de refermer les vannes de la satire alors que ça fait partie de son identité. Je veux dire, tout dernièrement, l'influence américaine a ramené beaucoup de parodies, beaucoup de satires dans les années 80-90, notamment du côté de Canal, avec les Guignols, avec un humour qui revenait à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ça a été racheté, tout a été coupé. Toutes les vannes de la satire ont été coupées dans les années 2010. Pour moi, c'est très symptomatique de ce qui s'est passé dans la seconde partie du XXe siècle en France. Et c'est de ça que je parle, en fait. Je prends Mustapha El Atrassi dans mon livre sur le rire en France, Nick Taras en l'occurrence, je prends Mustapha El Atrassi et j'en fais le symptôme de quelque chose qui nous dérange. Et pourquoi Mustapha El Atrassi m'intéresse? C'est parce que le moment où je comprends qu'un humoriste fait vraiment du très très bon stand-up tel que j'en avais jamais vu en France, le stand-up peut-être expliqué, c'est une forme d'humour de seul en scène où on s'adresse à son public. Et c'est hérité en fait de ce que font les Américains. C'est une pratique très différente de ce qu'on fait nous dans l'humour. Nous on fait plutôt, on vient du café-théâtre et on fait plutôt du masque, du sketch, comme les inconnus, les nuls. Et le stand-up, c'est pas de masque, et on raconte des expériences à la première personne. Et ce mec-là arrive, fait du très très bon stand-up, c'est-à-dire du stand-up agressif, violent, vraiment quelque chose qui est très proche de l'humour noir, quoi, au sens défini par Breton, quoi, quelque chose, s'autoriser à dire des choses que personne n'oserait dire. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'en France, non seulement il faille être le plus marginal pour faire ça, se cacher des médias, de la culture, des radars des médias pour pouvoir le faire? C'est bien qu'il y a un problème. Ça ne me pose pas problème, mais c'est bien qu'il y a une gêne, il y a un endroit un peu dérangeant. Et je ne voulais surtout pas écrire sur quelque chose de dérangeant et d'obscène et d'un peu agressif dans un objet poli. D'où le titre, aussi parce que voilà, c'est des citations du style de Mustapha El Atrassi, d'où le titre et d'où l'approche qui flirte presque avec le pamphlet dans ce livre-là. Quand même, vous mobilisez l'idée d'histoire, enfin, voilà, une histoire du rire en France. Voilà, vous proposez finalement une lecture de ce passage entre un 19e siècle persifleur, satiriste, et qui aujourd'hui a donné naissance dont en fait l'héritage aujourd'hui est problématique puisque, selon vous, pas à la hauteur finalement. C'est un objet comme ça que vous avez tenté de saisir, enfin vous avez saisi dans ce livre-là, sur le rire. Et ça fait écho quand même à ce que vous avez tenté de saisir dans les années 90 aux États-Unis. Il y a une sorte de... On peut mettre en regard les années 90 aux États-Unis et les années 2010-2020 en France. Il y a quelque chose qui donne à penser dans cette mise en regard-là? Non.
On peut mettre en parallèle les années 90 américaines et les années 90 françaises, parce que c'est l'explosion de la mondialisation culturelle, enfin de la mondialisation d'une part. Le consumérisme, disons, c'est les années 50, 60, 70, 80, avec le système néolibéral qui arrive et qui déclenche la mondialisation. Mais aussi, avec cette mondialisation sur le modèle américain, l'uniformisation culturelle sur le modèle américain. Et là où ça se voit, là où ça rentre en France, c'est par la comédie. Je vais vous donner des exemples très très précis. Ça se passe à Canal+, une chaîne qui naît au milieu des années 80 et qui importe en fait des formes humoristiques complètement anglo-saxonnes. C'est-à-dire les nuls, typiquement, qui ont un peu été le vaisseau amiral de l'humour à l'américaine en France. Ils vont regarder du côté des Monty Python, ils vont regarder du côté du Saturday Night Live aux États-Unis, et puis ils ramènent cette espèce de parodie pleine de non-sens et tout, qui aujourd'hui va donner lieu à Quentin Dupieux, à Hazanavicius au cinéma et des formes d'humour comme ça. Ou les Robins des Bois, par exemple, au début des années 2000. Tout ça, c'est Canal. Et donc, en fait, les années 90 vont vraiment énormément regarder du côté des années 90 américaines, qui est un espèce de second âge d'or du stand-up, notamment. Il y a vraiment une nouvelle génération d'artistes noirs, notamment dans le stand-up, qui arrivent, qui s'adressent d'abord aux Noirs et puis qui finissent par s'adresser à l'Amérique tout entière. Je pense à des références comme Chris Rock, Dave Chappelle, qui vont vraiment révolutionner et moderniser cet art-là. Et la France regarde beaucoup ça. Je veux dire, quand je dis la France, c'est vraiment à plein de niveaux, quoi. Il y a Canal qui regarde beaucoup ça, qui essaie de faire du cinéma américain, avec Besson aussi de son côté, mais aussi via l'humour. Il y a les nuls qui ramènent le non-sens. Et il y a aussi un petit malin qui a vraiment fait florès en France, qui s'appelle Kader Aoun, qui vient d'une école de commerce et qui a dû faire, je ne connais pas son histoire précise, mais il a dû faire beaucoup de stages aux États-Unis. Et en fait, c'est lui qui convainc la nouvelle génération d'artistes sortis des banlieues, non pas de faire du sketch, mais de faire du stand-up. Je pense à Jamel Debbouze, par exemple. Kader Aoun, il a produit Jamel Debbouze et il a incité Jamel Debbouze, au début des années 2000, à abandonner l'idée de jouer beaucoup sur ce personnage de banlieusard avec des sketchs et tout ça, pour vraiment faire du stand-up. Dire, moi, Jamel, je vais vous parler de mon expérience. Et ça, c'est parce qu'on a beaucoup regardé les années 90 aux États-Unis. Donc il y a un parallèle à faire à ce moment-là, parce que c'est l'état d'esprit mondialiste, hein, c'est une mondialisation à tous les étages. Après, aujourd'hui, non, c'est difficile de comparer la culture américaine des années 90, qui est quand même une culture extrêmement... c'est presque une des décennies avec les années 70, où sur le terrain culturel, on s'autorise le plus de choses, où le cinéma s'autorise le plus à flirter avec ce qu'on appellerait la ligne jaune ou la ligne rouge de l'obscénité, presque même de l'érotisme. C'est une décennie très très érotique. La présence même de Jim Carrey, elle est presque pornographique dans son humour. Ace Ventura, c'était vendu pour des enfants, mais c'est un comique, c'est une forme de comédie très outrancière, très excessive, qui paraîtrait aujourd'hui de mauvais goût, vraiment trop vulgaire. C'était distribué en France, ça marchait. Jim Carrey a marché dans le monde entier, ailleurs qu'aux États-Unis. Ce parfum de licence, je ne le retrouve pas du tout aujourd'hui. Pas du tout, du tout, du tout. Et pour moi, c'est bien la raison pour laquelle quelqu'un qui va justement frayer avec l'interdit, le pire, le non-dit, les tabous, comme quelqu'un comme El Atrassi dans le stand-up en France, de son point de vue d'arabe de France, il est obligé de le faire dans une micro-marge. Il est obligé de se cacher en fait de la France pour le faire. Après, tant mieux si on le reconnaît. Et il était très content que je parle de lui à France Culture, quand je suis invité pour mon livre et tout ça. Un artiste a toujours besoin de reconnaissance. Mais lui n'ira pas la chercher. J'ai les interviews, par exemple, je peux vous donner des exemples très précis, des docus qui sont faits sur le stand-up pour Arte. Ils vont essayer d'aller le voir, il dit non. Des radios françaises qui vont essayer de l'interviewer pour ses spectacles, il va dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Il est obligé de se cacher, en fait. Donc c'est pas du tout l'état d'esprit des années 90. Ouais, quand vous parlez de licence, de Ace Ventura, d'obscénité, c'est vrai que quand on voit finalement les images de votre documentaire, hein, le Jim Carrey, l'Amérique démasquée, on dit mais comment c'est possible? Et justement, alors pour parler des images et donc parler de la manière dont vous avez pu travailler sur ces images, puisque dans vos films, il y a c'est comme un montage de différentes scènes que vous avez choisies et que vous avez associées les unes aux autres. Donc des scènes de films, des scènes aussi d'entretien. D'entretien. En fait, il n'y a pas d'entretien que vous avez conduit. Il y en a. Ah, je voulais surtout pas. Voilà, surtout pas. Donc c'est des scènes d'archives qui sont mises bout à bout avec une voix off qui fait le guide narratif de votre documentaire. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé le choix de ces images? Comment vous les avez identifiées déjà? Est-ce que vous les aviez toutes en tête? Comment vous les avez trouvées ensuite? Et comment vous les avez manipulées? Waouh, alors là, c'est toutes les cuisines. Ouais, la cuisine de ce documentaire. Alors d'abord préciser, parce que vous l'avez dit, mais j'insiste là-dessus, je voulais que ce soit du tout archive.
Je ne voulais absolument pas aller interviewer Brad Pitt ou Jim Carrey. Non pas parce que je ne veux pas les rencontrer, je serais très flatté, mais dès lors que vous... Ou leur producteur, ou Voilà, pas du tout. je sais pas, le distributeur en France. Non, je ne voulais pas. Déjà parce que Brad Pitt et Jim Carrey étant des objets très populaires, il y a un océan d'images à notre disposition. Donc j'avais largement une banque de sources suffisante pour raconter des histoires en 52 minutes. Ensuite, parce que si vous impliquez Brad Pitt ou Jim Carrey, la mise en scène ne vous appartient plus. Ces personnalités-là sont devenues tellement maîtresses de leur image et savent tellement bien se mettre en scène qu'en fait le film ne vous appartient plus. Le portrait que vous vouliez faire d'eux, eh ben, ils se sont invités dedans et ils vont vous donner le portrait qu'ils veulent bien donner d'eux. Donc je voulais surtout pas que Jim Carrey notamment, Brad Pitt j'en sais rien, mais Jim Carrey c'est quelqu'un, vous ne pouvez absolument pas compter sur lui, vous ne pouvez pas diriger une telle créature. Il vous offre le visage qu'il a bien envie de vous offrir. Donc je voulais surtout pas aller les voir. Ensuite, comment ça se passe ? Déjà c'est ça en fait. Ça se passe que comme je viens d'écrire un livre sur Jim Carrey, j'ai un peu tout en tête et je sais ce que je veux montrer. Je sais exactement quelles images je veux montrer. Quelles images que je veux montrer parce que je veux les montrer pour montrer à quel point on ne pourrait plus les tourner aujourd'hui et à quel point justement les redécouvrir nécessite de se pencher dessus, quoi. Mais vraiment qu'elles soient accompagnées, presque mises en scène par une histoire. Le récit devient un prétexte pour montrer ce qu'ils ont fait. En fait, regardez ce qu'ils ont fait, c'était incroyable. Et donc j'ai des images très précises que je veux montrer, de Jim Carrey comme de Brad Pitt. Après, comment ça se passe ? Cet océan d'images, il faut bien plonger dedans. Donc masque et tuba, et puis vous passez des, je sais pas moi, je vous dis des bêtises, le Jim Carrey, on a dû faire 5 semaines pour le faire, le monter intégralement, vu que c'était que du montage, on a passé 5 semaines en salle de montage. Le Brad Pitt, ça a pris plus de temps, ça a dû prendre 2-3 mois. Et ben sur ces 2-3 mois et sur ces 5 semaines, vous passez à chaque fois 3 bonnes semaines à ne faire que du dérochage d'images existantes. Alors d'abord dans les films, mais évidemment encore plus, c'est là que ça fait progresser votre récit, dans tout ce qui existe à la télé, dans tous les bonus DVD, dans tous les commentaires de réalisateurs sur le travail des acteurs, leurs commentaires eux-mêmes sur leurs propres travaux. Vous allez chercher tout ça, à la recherche de la moindre pépite. Et vraiment, j'insiste sur le côté très pointilleux de la moindre pépite, c'est un travail de détail. Par exemple, sur le Brad Pitt, j'aurais pas pu raconter le Brad Pitt tel que je voulais le montrer si je n'avais pas eu un commentaire de 20 secondes de David Fincher sur Fight Club, et si je n'avais pas eu un commentaire de 10 secondes de Gina Davis sur Thelma et Louise. J'aurais été vraiment, je ne sais pas encore, aujourd'hui encore, je ne sais pas comment j'aurais raconté tout ça sans juste ces 2 phrases. Et ça, j'ai été les chercher dans des bonus DVD. Donc vous allez chercher votre matière, ça devient les images. C'est-à-dire que quand vous écrivez, votre matière, c'est le langage, c'est les mots. Quand vous écrivez en images, votre matière, ça devient les images. Et le commentaire en voix off, c'est bien sûr ce qui assure une trame au récit, mais c'est aussi ce qui vient mettre en scène l'image. Moi, dans ma voix off, je vais beaucoup insister sur « soyez attentifs », je fais des espèces de micro-teasing, des micro-annonces. Soyez très attentifs à ce qui va se passer là, parce que Jim Carrey va vous montrer quelque chose comme ça, qui fait écho à ce que vous avez déjà entendu. Et là, hop, on montre l'image, et ça conditionne le spectateur à être extrêmement attentif à ce qui va se passer dedans. C'est pas juste balancer une image, c'est la mettre en scène, l'habiller, la sertir. La sertir d'un écrin qui est celui du commentaire. Et comme ça, quand on arrive sur cette fameuse scène, ah d'accord, oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Je pense tout bêtement, je vous dis une bêtise, je pense à une scène absolument obscénissime de Jim Carrey dans un film pour enfants, dans Ace Ventura en Afrique, où il sort nu de l'anus d'un rhinocéros en plastique, où son personnage d'espion était en train de faire une espèce d'enquête. Et il sort comme ça, c'est une scène complètement absurde, sauf que ce qui est trop beau dans cette scène, c'est pas juste sa gratuité, c'est qu'à ce moment-là arrive une famille qui croit assister dans un safari en Afrique à la naissance d'un bébé rhinocéros. Donc elle a quelque chose de merveilleux et de beau, au meilleur de ce qu'on pourrait voir. Et finalement, c'est le pire qui sort, c'est-à-dire le comique le plus obscène de la place des années 90 qui sort nu dans des borborigmes horribles. Et donc tout ça vient raconter qui est Jim Carrey, un gros malentendu au milieu des années 90 où on le présente à un public pour enfants qui en fait va être dégoûté de ça. Le public de La Petite Sirène qui d'emblée est dégoûté de ça. Et donc tout ça, il faut que je vous amène avec mon commentaire pour vous montrer bien cette dinguerie-là, qui est que Jim Carrey était parfaitement conscient d'être du dégoût et de la vulgarité. Et donc si je vous balance juste une image avec un rhinocéros et Jim Carrey qui sort nu, ça paraît vulgaire. Si je vous explique tout ça, vous dites « Ah oui, quand même, c'est vrai que c'est incroyable, on ne pourrait pas le faire. » Puis personne d'autre aurait pu avoir cette idée-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est des archives qui sont évidemment ma matière, et puis les sertir avec la voix off, vraiment les accompagner pour qu'on montre des choses. Et j'insiste sur montrer des choses, parce que quand vous faites des films sur du cinéma, à la télé, vous réalisez que la télé, vous n'êtes pas du tout au cinéma. La télé, vous racontez. On vous demande d'avoir une story. Il faut raconter, raconter, raconter. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas qu'est-ce que tu as à montrer, c'est pas quelle est ton idée, c'est qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi la story ? Et donc moi, en critique, je dois certes
faire des concessions sur ça. Oui, oui, je vais vous raconter une story, vous inquiétez pas. Mais moi, le critique que je suis de cinéma, j'ai qu'une envie, c'est de montrer ce que le cinéma montre. Par exemple, que Brad Pitt a été littéralement sculpté par Ridley Scott dans une scène de Thelma et Louise où il est nu avec Geena Davis. Il y a eu un moment presque de libido de la part de Ridley Scott pour Brad Pitt. C'était la star érotique de la scène, c'était Brad Pitt. Et ça, il faut que je le montre. C'est-à-dire ce que la télé ne prend jamais le temps de faire. Et donc, je suis dans une posture de conteur, et en même temps, je suis un conteur qui montre le travail des vrais metteurs en scène de cinéma, qui est de montrer ce que la télé ne pourrait pas montrer. Les images, elles montrent, enfin, elles vous permettent de montrer. Elles illustrent pas. Elles illustrent pas votre propos. Jamais, jamais. Et plus encore dans le cadre de ces documentaires-là. Parce qu'ils sont faits sous la loi d'un droit de citation américain qui s'appelle le fair use. Donc fair comme fair play et use comme usage fair play, qui est vraiment une espèce d'interprétation du droit de citation américain où on peut utiliser n'importe quelle image gratuitement, télé, internet, film, gratuitement, dès lors que le commentaire apporte un éclairage critique sur la source et que ça n'est pas simplement de l'illustration de ce que vous racontez. Donc vous, en fait, vous êtes obligé de faire de la critique. Vous êtes obligé, enfin moi c'était parfait, c'était une contrainte qui était parfaite pour moi, parce que du coup je devenais nécessaire. J'étais pas juste... La télé me demandait de faire quelque chose, c'est-à-dire la télé vous demande de raconter, ce qui est en fait le travail de n'importe quel journaliste, sauf que là il fallait apporter une valeur ajoutée sur les images. Si vous utilisez ces images-là, il faut vous nous les montriez autrement. Et ça pour moi il n'y a qu'un critique qui peut le faire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait profession d'apprécier esthétiquement les choses, pas simplement de raconter. Et donc ça a été génial pour moi parce que ces films, j'ai oublié de le préciser, pardon, oh là là, il faut vraiment que je le précise, c'est important, je les ai co-réalisés avec Thibaut Sève, qui lui vient du montage de films documentaires télé. Il vient vraiment du montage, il vient du récit en fait. Et moi je venais vraiment de la critique. Donc lui il m'a vraiment appris, il m'a vraiment aidé à bien rentrer dans le format, quoi, dans le format télé. Et tout en respectant ce que j'allais apporter, enfin on était très très complémentaires. Et du coup c'était génial parce que j'avais quelqu'un qui avait le cerveau télé, au bon sens du terme, je veux dire moi j'adore la télé, hein, la bonne télé qui raconte, j'adore ça. Hein. Et moi j'avais le cerveau critique, de l'appréciation esthétique. Donc nos deux cerveaux ont fait des objets télé dans lesquels on a invité quand même beaucoup de critiques. Et comment c'est reçu, ces documentaires? Comment ils sont, très bien. Comment ils sont reçus? Très bien. Le Jim Carrey nous a invités à des festivals de cinéma, Deauville, le festival de Groland, La Roche-sur-Yon. On a eu, ça a bien marché. En ce moment, en fait, il est diffusé jusqu'à, je crois, février sur YouTube, gratuitement. Et ça marche très bien, vraiment. Enfin, je veux dire en termes de vues, quoi. Et puis le Brad Pitt a très bien marché en termes de vues, en diffusion. Et puis non, c'est bien reçu. Enfin, on est très content de notre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline Guillemet.